bonsoir, merci d'être là. Coucou Caronix. Bah ouais, bah j'espère que ça va. Toi, moi, ça va. Hello à des Sky Art, merci d'être là aussi. Bah ouais, vous m'avez manqué, ça fait 15 jours, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Je vais essayer de rapprocher un petit peu le micro. Bah, j'espère que vous allez bien. Bah oui, bah moi aussi. Tu m'as manqué, vous m'avez manqué. Et bah, je suis contente de... Ouais, on dirait que ça fait une éternité, hein. Ça fait 2 semaines en vrai. Bah oui. Parce que bah, j'ai la chance d'avoir eu ouais, 2 semaines de vacances. Alors des vacances un peu malades, on va dire un peu mitigées et à 1000 à l'heure. Donc voilà, j'avoue que j'ai pas vu le temps passer. Jamais j'aurais pu streamer tellement j'avais plus de minutes à moi. Mais en tout cas là, je suis contente de vous retrouver pour un petit moment maintenant. Bah ouais, ça fait longtemps. Hello, c'est Swalnut. Bah du coup, bienvenue dans ce live. Par plus un. Non. Non, non, non. Alors, des fois, ça va être un petit peu chaotique et un peu approximatif, hein, ces horaires de live, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Mon conjoint, il a eu un troisième poste, un complément de poste, parce qu'il est contractuel dans l'éducation nationale, qui est à je sais pas où, donc hyper loin. Donc, parfois, ça va être compliqué. Les horaires, ça va être 18h30, ça va être un petit peu chaotique. Et parfois le vendredi, je ne serai pas là puisque j'ai pas mal de week-ends bien chargés. Mais j'espère que vous allez bien, Caronix. Est-ce que t'as eu du nouveau pour ton travail? J'ai pas trop eu le temps d'aller voir les messages sur Twitch. Mais j'espère que t'as une bonne nouvelle à nous annoncer. Ah, 2500 romans, BD et comics dans la vidéo. Mais où les ranges-tu? J'espère que t'as un grand appart ou une grande maison, que t'as de la place. Mais comment faire pour ranger tout ça? À la fin, tu fais des meubles avec tous ces bouquins. Moi, c'est un moment, c'est devenu ma table de nuit, une table de nuit en livres, en pile de livres. C'est un peu comme ça, mais 2500, c'est énorme. Ouais, donc on va parler culture et actualité culturelle, comme d'habitude, comme avant, j'ai envie de dire. Ah, j'attends avoir un job. Alors. Mais t'as quand même de la place, du coup, pour ça. C'est déjà pas mal. 2500 romans, BD, tout ça, il faut le faire. Ah, ils ont pris quelqu'un en interne. Mais pourquoi alors faire des entretiens d'embauche? Ah, c'est pas cool. Voilà, il faut garder espoir, garder courage. Voilà. On espère que ça va bien se passer pour toi. Bah oui. Mais j'ai pensé à toi. Je me suis rappelé, c'était vendredi, ton entretien. Je me dis, allez, j'espère que ça va le faire. On va parler de quoi ce soir? Parce que oui, j'ai lu des journaux, des revues, des petites infos par-ci par-là. On va parler déjà du prix Goncourt, voilà, qui a été annoncé. Vous le savez que chaque année, il y a un prix prestigieux français qui est attribué à un roman. Et on va parler de ce roman-là et surtout de son auteur, qui est l'écrivain Mohamed M. Bougarsa, que je ne connaissais pas du tout, qui est un écrivain sénégalais. Qui a vécu ou qui vit en France. Et son roman, il n'était pas du tout attendu parce que c'est chez un tout petit éditeur. On verra que c'est assez surprenant et c'est plutôt intéressant. Donc on ira essayer de découvrir ça grâce aux Parisiens. On parlera aussi de Picasso. Changer de casque. Non, c'est toujours mon casque bien pourri, le Sony d'il y a 5 ans. Non, on est quand même encore sur du matériel bien pourri, hein, faut le dire, avec ma petite chaise voilà, qui grince, mon petit ordinateur bricolé, mon casque à l'ancienne, ben non, rien n'a changé malheureusement. On va parler aussi de Picasso, alors pas comme on le connaît forcément, mais on va parler de Picasso le migrant. Il y a une expo à Paris qui revient sur cet aspect-là qu'on connaît peu finalement. On a toujours eu l'impression que Picasso était bien intégré en France. Vous savez qu'il vient d'Espagne bien sûr. Et c'était pas du tout le cas, il a été rejeté plein de fois par la France. Et cette expo, elle est pas mal parce que ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces clichés qu'on a sur les migrants, les préjugés qu'on a. Et je trouve que le parallèle est plutôt bien. Et c'est Libé qui nous en parle, donc c'est cool. Je vais pouvoir vous en parler aussi. On va parler aussi du bandana. Ben ouais, le bandana, c'est le foulard avec ses motifs là, qui est toujours à la mode finalement. Et l'histoire du bandana est assez intéressante. Je ne connaissais pas du tout. Donc ça vient d'Inde, mais ça a traversé l'histoire, les pays, les époques, les sociétés, et c'est devenu même un symbole de rébellion et de lutte. Et c'est le Parisien Week-end qui nous en parle de ça. Donc super intéressant, un peu info insolite, donc je voulais vous la partager aussi. Vient de la dinde? Non, vient de l'Inde. D'où les motifs qu'on connaît, vous verrez quelques images après. Ensuite, on fera un tour dans le géoado. Moi, j'adore le géoado. Comme son nom l'indique pas, ce n'est pas que de la géographie, un peu bof, un peu comme les manuels scolaires, on pourrait s'ennuyer. Non, c'est super bien. On va parler des marques qui se veulent un peu écolo, mais attention, c'est pas toujours le cas.
Nous, on peut avoir éventuellement l'esprit critique, mais les jeunes qui sont pas mal engagés pour l'écologie et qui en même temps sont marques à tout prix, peuvent se faire un peu avoir. Donc il y a des petites astuces pour déjouer le vrai du faux. Et on va parler aussi de la Russie et de l'école des petits soldats. Mais oui, il y a des enfants en Russie qui sont à l'école pour devenir soldats de la patrie. Donc ça va faire un petit peu peur. Puis on verra d'autres choses également. Et ben c'est parti, on part dans l'actu. Ah, une petite blague. Alors vas-y, je lance la petite musique pendant que je prends mes notes et tu peux balancer ta blague, car on dit que ça faisait longtemps. À tout de suite. Non, en vrai, elle est toute mignonne. Mais on voit pas le chat. Pourquoi on voit pas le chat? Si, on voit pas le chat. Ah mince. Alors attendez. Parce que là, on voit pas, vous voyez pas en fait la blague de Caronix. Hein. Est-ce que je fais pas un petit réglage là? On va essayer de faire un petit réglage. Ça m'avait manqué. Ah si, ça y est. Bon, c'est toujours bricolé, hein, comme toujours, ça n'a pas beaucoup changé. D'ailleurs, ce soir, ça va être un live comme un lundi après le boulot. Un peu improvisé, un peu bricolé, mais c'est fait avec le cœur, comme dirait Cyril Lignac. Mais j'avoue que cette petite blague, elle est toute gentille, elle est toute jolie, donc c'est plutôt pas mal. Ça n'a pas changé, non, rien n'a changé. Alors, on va parler du prix Goncourt qui a été attribué il y a peu de temps. Qui dit prix Goncourt dit roman, on est dans la littérature. Je vais vous diffuser l'article du Parisien qui en parle et qui parle surtout de son auteur. Si tout va bien, la technique est avec moi. Oui, tout va bien. Alors, le voici, cet article-là. Alors, il faut savoir que le prix Goncourt, c'est attendu chaque année, courant novembre. Novembre, c'est le mois des prix littéraires. Donc, il y a le prix Goncourt, il y a le prix Nobel, les prix interalliés, qu'est-ce qu'il y a encore? Le prix Femina, le prix... Qu'est-ce qu'il y a? Plein de prix littéraires comme ça. Le Goncourt, c'est celui qu'on attend parce qu'il est assez prestigieux en France. Il existe depuis très très longtemps, c'est les frères Goncourt qui l'ont lancé. Et chaque année, c'est le succès assuré pour le Goncourt, c'est des ventes phénoménales juste après. Il faut savoir que souvent, c'est une bataille d'éditeurs, voilà, c'est un petit peu la guéguerre. Quel éditeur va gagner avec son roman, son auteur phare. Et puis, cette année, c'est assez curieux parce que c'est un tout petit éditeur qui a remporté le prix Goncourt avec un auteur qui est assez inconnu du grand public, il faut le dire. Mais qui est tout à fait intéressant. Et ça me plaît bien. On sort un peu de ces gros éditeurs, ces écrivains qui sont assez connus. Et on est plus dans le confidentiel et ça me plaît plutôt bien. Moi, j'attends avec impatience. Je vous l'ai déjà dit, le prix Goncourt des lycéens, je trouve qu'il est 1000 fois mieux en général parce que c'est des textes qui me touchent, mais je suis capable de pleurer à chaque fois quand je lis le prix Goncourt des lycéens. Ou alors, c'est quelque chose qui me révulse. Enfin, le prix Goncourt des lycéens, franchement, c'est plus authentique, je trouve. Mais là, on est sur quelque chose de assez original. Le fabuleux parcours d'un jeune Goncourt. Alors, il faut savoir que le prix Goncourt a été attribué au roman intitulé La plus secrète mémoire des hommes. Donc, je ne l'ai pas lu, hein, mais je vais vous en partager un extrait. Donc là, on est sur le site Babelio. Je regarde si tout va bien pour la diffusion. Oui, tout va bien. Alors, ça parle de quoi? Alors, on est dans le Paris. Mais on va traverser le Paris dans l'histoire. On est entre le présent et le passé. Alors, on est en 2018 et ça va parler de littérature, de livres. Et on a un jeune écrivain sénégalais, donc peut-être il y a une petite mise en abîme de l'écrivain Mohamed Mbougar Sarr lui-même. Et il découvre un livre mythique qui est paru en 1938, sauf que... Alors, on entend mes enfants derrière, hein, ça fait la petite ambiance derrière. Sauf qu'en fait, on avait perdu la trace de l'auteur. Depuis qu'il y a eu un scandale avec l'apparition du fameux texte. Et l'écrivain, là, en 2018, il décide de repartir sur la piste de ce fameux écrivain-là. Et en partant sur cette piste-là, c'est une sorte d'enquête, il va être confronté à tout ce qui est grande question de l'histoire par rapport aux grandes discriminations. Alors, on va parler du colonialisme, de Shoah, mais Thomas est dans la place, coucou. Merci d'être là. Alors, Thomas, t'es très gentil à chaque fois, des petits cadeaux comme ça. Mais gardez vos cadeaux pour d'autres. Merci Thomas, mais c'est gentil. Donc on est entre
Le Sénégal, la France, l'Argentine, plein de périodes de l'histoire. On parle de ségrégation, on parle de ce qui nous a marqué dans l'histoire. Et c'est aussi une sorte voilà, comment on nous dit dans Babelio, un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel. Bon, un résumé assez vague, mais on comprend un peu le sens. Moi, je trouve ça assez intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est de faire un focus sur l'auteur, qui n'est pas très connu. Alors, 31 ans. 31 ans. Et là, je suis obligée de faire ma tête de... Non, je me sens trop vieille. J'ai bientôt 37 ans. Ah, le Silmarillion. Eh, mais Silmarillion, c'est pas dans le Seigneur des Anneaux, ça? Silmarillion, ça fait penser à ça. Vivement la série. Pourquoi il va y avoir une série avec le Silmarillion? Je suis blessée. Mais qu'est-ce que t'as fait, Thomas? Parce que ce matin, ça allait. Parce que Thomas est un élève et là, tu es blessé. Que t'arrive-t-il? Ouais, 31 ans. Il a touché le Graal parce que qui dit prix Goncourt dit des vents, de l'argent, enfin voilà, du succès et que sais-je encore. Qu'est-ce qu'on apprend sur cet auteur? Mes enfants sont déchaînés derrière. Tout va bien. Je me suis dit, là, ouais, c'est du déchaînement sympa. Ils sont pas en train de s'entretuer, hein, je vous rassure. Tout va bien. C'est plutôt en train de rigoler. Alors ouais, il était apparu calme et posé devant les jurés qui venaient de couronner la plus secrète mémoire des hommes, qui est une fresque, c'est-à-dire que ça se passe sur plusieurs années, flamboyante, roman d'aventure, alors d'enquête un peu, où se cachent les magistrales réflexions sur la littérature. Rien que ça. Une consécration avec un parcours hors norme. Alors il faut savoir qu'il est né à Dakar, donc au Sénégal. Enfin pas loin de Dakar, et il a vécu à 150 km de Dakar. Il a une enfance assez heureuse, il était très stimulé dans son entourage, dans son environnement familial. Vraiment la lecture s'était déjà ancrée en lui, donc voilà, mine de rien, voilà, le contexte un peu familial, il fait beaucoup. C'est le premier jour d'école, ils sont énervés. Ouais, mais le pire c'est qu'ils sont crevés, mais quand on est crevé adulte, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'affale sur le canapé, on se met devant, je sais pas, une émission de télé, un truc. Non, mais les enfants sont déchaînés. Mais bref. Donc une enfance plutôt bien, facile, heureuse, avec les livres bien sûr. Et il y a beaucoup d'écrits qui l'ont marqué et certains auteurs. Et donc il a lu aussi des écrivains qu'on appelle les écrivains de la négritude. Hein. Par exemple, il y avait Aimé Césaire, mais là il parle aussi de Senghor. Donc vraiment des écrivains qui parlent de cette culture noire et donc c'est leur credo principal. Ensuite, il choisit d'intégrer une prépa littéraire en France. Donc du Sénégal, il arrive en France et il fait pas n'importe quelle prépa, hein, je crois que c'est à Paris. Tout le monde lui avait dit ouais, il faut pas aller à Paris pour une prépa parce que c'est hyper féroce. Déjà que l'univers de la prépa, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un univers impitoyable de compétition. Moi, ça me révulse à chaque fois, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, lui, il décide d'aller à Paris tout de même, alors qu'on le déconseille. Et là, c'est l'élève brillant, c'est l'élite. Et même les professeurs sont émus tellement ils ont un élève de génie devant eux. La prof d'histoire dit moi ça m'a marqué, sa maturité, sa profondeur, son calme, son humilité. Bien sûr on n'est pas là pour cracher sur lui non plus, mais bref c'est juste pour vous dire qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel en lui, dans l'écriture et dans la connaissance d'une sorte de maturité qu'il avait par rapport à ce qui se passait dans le monde. Alors il ouvre un blog, il écrit des nouvelles, il intègre l'école des hautes études en sciences sociales, s'il vous plaît, et commence une thèse sur 68 dans la littérature africaine francophone. Il fait son petit bonhomme de chemin. Et il a écrit, je crois, déjà un roman avant le prix Goncourt, mais là, ça fait tilt avec un petit éditeur. Et ça, c'est chouette de le rappeler, c'est que, voilà, on n'est pas sur un éditeur qui est Gallimard, Stock, Grasset. Non, c'est un tout petit éditeur que je ne connaissais pas moi non plus, alors que je m'intéresse plutôt à la littérature. C'est un éditeur qui s'appelle comment d'ailleurs, parce que moi j'ai carrément zappé. Un éditeur qui s'intitule, ouais, c'est Philippe Ray, du nom de l'éditeur tout simplement, qui est indépendant, donc ça c'est bien. Donc il dit indépendant, on dit pas beaucoup d'argent au niveau financier, c'est pas ça non plus. L'éditeur a passé 19 ans chez Stock, qui est un grand éditeur, et là il a décidé de publier à son compte quelques écrivains un peu confidentiels, dont Mohamed Mbougarsa. Et ça c'est plutôt chouette et c'est assez incroyable dans ce concours entre ces éditeurs-là. Et voilà, en tout cas, il espère que ça va ouvrir aussi un boulevard à la littérature francophone de l'Afrique, des Antilles. C'est vrai, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de lire le plus, et pourtant, il y a vraiment des petits bijoux
dans ce genre de littérature-là. Ah, c'est un peu... Alors qu'est-ce que c'est, Blurry? Vous qui pouvez m'aider, parce que là, on est sur de l'anglais, et moi, l'anglais, ça fait... The link de... Ah, ouais. Ah, pour lire plus tard, c'est ça? The text... Ah, oui. Alors, je peux pas copier, parce que c'est... en fait, c'est les... c'est un peu flou, peut-être. Merci, Caronix. Je peux pas copier, mais je peux zoomer. Et c'est vrai que j'ai pas zoomé. Je peux pas copier parce que c'est mon offre en ligne caféine, donc c'est les pseudos et tout, avec mon identifiant. Mais je peux zoomer, ça sera peut-être un peu mieux, c'est vrai. Hop, voilà. Donc là, voilà, c'était le texte sur le fait que ça soit un tout petit éditeur et que ce qui est mis en avant, c'est la littérature francophone de l'Afrique, des Antilles. Et ça, c'est cool. Bon, bah, longue vie à cet auteur, longue vie à la littérature francophone de l'Afrique. Et ce petit éditeur, moi j'adore quand les tout petits là commencent à faire leur petit bonhomme de chemin. Un peu comme sur Twitch, voilà, quand il y a des gens, bon bah comme moi, mais comme tant d'autres aussi, qui sont des petits streamers. Et pourtant, il y a tellement de choses à découvrir qui sont cachées derrière ces géants là du numérique ou de la littérature. Et ça, c'est trop trop bien. Donc pourquoi pas. Moi, je vais le lire en tout cas, ce prix Goncourt. Je le lis pas chaque année, mais là, ça m'interpelle dans tous les cas. Oh, merci à toi d'être là, Adélie Sky Art. On va parler de quoi? Sinon, on va parler de Picasso. Bah ouais, Picasso, forcément, vous le connaissez. Au moins de nom, même les plus jeunes. Picasso, c'est un des plus grands peintres de tous les temps. Un des plus grands artistes espagnols, mais il a vécu en France. Et il y a une exposition à Paris qui parle de son parcours d'homme, et non pas forcément d'artiste, entre l'Espagne et la France. Et c'est un parcours complètement chaotique, parce que nous, on a l'impression que Picasso, il était bien intégré en France, mais en fait, il a été rejeté de maintes et maintes fois. Et l'exposition qui est présentée à Paris s'appuie sur des documents, enfin sur des lettres, sur des archives, et nous montre qu'en fait, c'était un migrant qui a été rejeté, et ça fait pas mal écho, malheureusement, à la situation actuelle. Bah ouais, on est quand même dans une situation actuelle qui est une situation de peur, de préjugés envers les migrants, qui ont par contre une histoire qui leur est propre. Mais on est vraiment dans ce climat, en plus avec les élections présidentielles, je ne vais pas faire de politique ici, mais on entretient cette peur du migrant absolu. Donc il y a vraiment quelque chose d'actuel aussi dans cette exposition. Alors Caronix nous dit... je me souviens, j'ai reçu un service de presse, je pensais que c'était un roman sur les colonies portugaises, mais pas du tout. Et l'auteur, une africaine, n'était pas contente, j'ai mis une mauvaise note, un avis moyen. Ben oui, c'est souvent le cas, hein, je vous l'avais déjà dit, j'avais fait quelques temps aussi des critiques comme ça de livres. Donc je recevais des services de presse, et puis parfois on avait des retours des éditeurs, quand parfois on disait, alors moi j'arrive pas à descendre complètement, quand je vois des critiques littéraires, des critiques de films, par exemple, moi je sais que les Arocs, par exemple, les Inrecuptibles, aiment bien descendre les films, les romans, mais c'est trash quoi. Moi j'ai du mal parce qu'il y a quand même un travail derrière, mais ça n'empêche qu'on peut dire qu'on n'a pas aimé un livre ou un film parce que est argumenté, et c'est des arguments qui parfois nous sont propres, mais bref. Mais c'est gênant quand il y a un éditeur qui vous dit oui, là je suis pas content, vous avez un peu critiqué de manière négative le film, le livre. Et c'est comme ça une critique. Et moi j'aime bien les critiques honnêtes aussi. Pourquoi? Parce que ça change. Souvent on a beaucoup sur Instagram, maintenant sur YouTube, par rapport aux livres, hein, moi je parle des livres, de gens qui déballent des livres, qui disent que c'est bien et c'est génial parce qu'ils ont reçu le service de presse, et du coup c'est comme s'ils n'osaient pas critiquer, comme s'ils devaient faire de la pub finalement, mais que de manière positive, et je trouve qu'on perd un peu en authenticité. Donc quand tu... Voilà, Caronix, je trouve que c'est bien que tu continues à dire franchement ce que tu penses de tes chroniques, et ça c'est plutôt pas mal. Je suis à 41 chroniques des 1000, mais Caronix n'arrête plus. Millième article, ce sera un article de promotion sur moi. Ben oui, parce qu'il y a promotion, puis après il y a d'autres choses aussi, d'autres critiques, c'est différentes formes, mais en tout cas c'est plutôt chouette parce que ça reste authentique, on n'est plus dans le pub, le marketing à tout prix. Je suis un peu lassée de ça sur les réseaux sociaux, moi, personnellement. Ouais, donc on va revenir sur cet article dans Libération. Je vais essayer de zoomer parce que j'ai pas fait ça bien avant. D'ailleurs, c'est la une, hein, Picasso un migrant comme tant d'autres. Ben oui, trop étranger, trop suspect, trop anarchiste aussi. Le musée de l'histoire de l'immigration met en lumière la façon dont l'artiste s'est heurté à la méfiance de l'administration dès son arrivée en France. Surtout qu'il est arrivé en France début du XXe. Vous savez qu'après, bon, il y a eu des guerres, il y a eu un contexte historique qui fait que aussi l'étranger, entre guillemets, n'était pas très bien vu.
On va le voir dans cet article qui est assez détaillé. Je vais essayer de le résumer, que ce soit pas trop compliqué non plus. Voilà cet article de Libération. C'est un article qui date de lundi. On a l'éditorial, hein, vous savez, le petit encart dans le journal où vous avez souvent c'est le rédacteur en chef qui donne son avis ou qui fait un parallèle avec l'actualité. Et c'est le cas ici, puisqu'on compare le cas de Picasso migrant avec la situation actuelle. Et c'est assez intéressant hein, ce qui nous est dit, parce que ça nous dit, par exemple, voilà, Picasso, il a vécu une sorte de harcèlement administratif dont harcèlement administratif de la part de la France. Pourquoi ? Parce qu'il était bien trop étranger dans la France du début du XXe siècle. Je me dis que j'écrirais sur toi, mais ça serait complètement inintéressant, Caronix, parce que j'ai une vie complètement inintéressante. C'est gentil. Oui, alors, et en plus en résonance, puisque aujourd'hui on a des rapports de police, des lettres de rejet, un mépris épouvantable qui sointe des centaines de documents officiels. Là, c'est que ça concerne Picasso. Alors, comment on appelle ça, la commissaire de l'exposition, là, bien sûr, elle a potassé, donc elle allait voir les documents, les archives, elle a interrogé des experts, et à chaque fois il y avait beaucoup de mépris dans ces documents envers l'étranger qui était Picasso. Et bien sûr, on fait un parallèle avec aujourd'hui, impossible de ne pas y penser, nous dit Dove Alphon, je pense qu'on prononce comme ça. Impossible de ne pas imaginer Pablo Picasso débarquant sur un plateau de CNews. Vous savez, CNews c'est droit de toute hein, depuis quelques mois. Pablo, pour réussir, vous devez changer votre prénom. Bah oui, Pablo, c'est très espagnol tout ça. Donc là, a priori, hein, il y en a qui disent qu'on devrait changer de prénom et complètement gommer notre identité. Vous allez de toute façon devenir un trafiquant de drogue comme 90% des étrangers en France. Là, comme je vous ai dit, on entretient pas mal la peur dans certains médias qui sont orientés droit de toute. Voilà, je regarde ce tableau, c'est de la sous-culture analphabète. Donc oui, Picasso pourrait être invité aujourd'hui sur les plateaux télé et être pointé du doigt comme un étranger dont il faut se méfier et avoir peur. Voilà, c'est cette France-là hargneuse et volontiers raciste que rencontrera le jeune peintre andalou à son arrivée à Paris en 1900, puisque on est au début du XXe quand il arrive pour la première fois à Paris. L'historienne, c'est l'historienne qui retrace dans l'expo... c'est l'historienne Annie Cohen-Solal qui retrace dans une expo au musée d'histoire de l'immigration le parcours chaotique de l'artiste espagnol. Forcément, il y a un écho avec sa propre histoire. Voilà, elle est d'origine juive et sa famille a aussi vécu cette haine de l'étranger. Un petit coucou à mes enfants là, je crois. Ça y est, ils ont investi la cuisine. Il faut savoir qu'en fait, je stream tout en haut, une sorte de triplex en fait chez moi. Et je n'ai pas de porte. Pour streamer puisque je suis dans une sorte de grenier chambre d'amis. Mais nous n'avons pas de porte. Donc voilà, vous aurez mes enfants en fond qui rigolent. Mais ça rigole bien, en tout cas. Mais si, complètement. Sur un plateau, mais jamais de la vie. Je crois que je serais bien trop timide parce que je vous l'ai déjà dit, hein, je suis une vraie timide. Là, via les écrans, je me suis pas mal arrangée. Ça m'a aidé d'ailleurs de streamer. Mais là, invité sur un plateau de télé, jamais de la vie, je crois. Qu'est-ce que ça nous dit cet article-là ? Oui, alors ça nous explique la manière dont on peut mettre en avant une exposition comme ça, le boulot que c'est de faire ça. Bien sûr, on s'appuie sur des documents, des archives, des documents racontant le rejet de ces demandes de naturalisation. Il y en a eu plein. Il ne s'agit pas de plaindre Picasso, et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Annie Cohen-Solal, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur Picasso et des choses pas très cool, notamment son rapport envers les femmes, plus que problématique, hein, c'est un euphémisme. Mais en tout cas, elle voulait vraiment axer sur le Picasso le migrant par rapport aussi à une situation actuelle. L'idée, quand on fait une expo comme ça, c'est vraiment d'aller à la source. C'est de comprendre pourquoi Picasso n'avait jamais pu devenir français. Ben oui, pourquoi il y a eu un tel rejet. Depuis 30 ans, toutes ces recherches se situent au croisement entre expatriation et histoire de l'art. Et souvent, c'est comme ça dans l'art. C'est que ça ne se limite pas juste à des tableaux, les analyses. Il y a toute une histoire, il y a un contexte politique, économique et d'un pays aussi derrière tout ça. Donc forcément, travailler sur Picasso, c'était le fruit du hasard, mais c'était surtout aussi une évidence, nous dit Annie Cohen-Solal. Après, on a un petit encart aussi sur l'article. Et j'aime bien parce que c'est vrai, Picasso, il a eu plusieurs périodes. Vous savez peut-être qu'il a eu la période bleue, qui est la période moins chaotique. Là, on connaît parfois Picasso, on a ses
ces personnages complètement tordus, avec beaucoup de découpage. Enfin, je suis pas très experte en art, donc moi, j'ai pas du tout les mots techniques. Mais voilà, il y a l'histoire bleue plus classique. La période ce serait pas le rose ni le bleu, qui sont des couleurs par lesquelles l'histoire de l'art a catégorisé les deux célèbres périodes du jeune artiste. Ce serait le gris, mais oui, celui de l'administration, de la paperasse et des fiches que l'expo a sorti des archives de la préfecture de police de Paris pour offrir une autre trajectoire sur la vie de l'artiste. Et oui, gris comme la paperasse. Je pense qu'on est tous... on a tous une pensée là. Une pensée, on a tous des frissons, rien qu'à penser à la paperasse et à l'administration française. Excusez-moi, mais c'est vrai qu'on peut être un peu dans le cliché. On a tous vécu des trucs inimaginables, complètement chaotiques avec l'administration française. Donc voilà. Et pourtant, on n'est pas Picasso, on vient pas forcément de l'Espagne et on essaye de venir en France. Mais même pour des choses simples, ça peut être très, très, très compliqué. C'est même partout. Ouais, c'est vrai que je dis française, mais ça se trouve, la paperasse, c'est partout le gros bordel. On va dire ça comme ça. Alors, l'expo, elle propose un fil chronologique. Et en fait, il y a des œuvres, les œuvres de Picasso, qui sont mises en parallèle avec des documents. Et on apprend qu'en fait, Picasso avait effectué 4 voyages à Paris. Alors c'est d'abord le Picasso migrant qui est montré à travers ces 4 séjours parisiens, entrecoupés de recours plus ou moins longs en Espagne entre 1900 et 1906. Donc en même temps, en parallèle, il y a des sortes de croquis. Hein. C'est vrai que Picasso, il a fait des croquis. Moi, je trouve que c'est même hyper hallucinant de voir les croquis. Moi, j'ai le Don Quichotte de Picasso. En fait, vous vous rendez compte qu'en 3 coups de crayon, vraiment, il nous fait un Don Quichotte. C'est juste assez incroyable. Quel talent! Et à chaque fois, ses œuvres racontent ces histoires l'histoire de sa vie entre l'Espagne et la France. Sachant qu'il a eu à Paris une sorte de vie un peu de bohème. Qui dit bohème dit voilà une vie d'artiste. Il n'était pas forcément hyper riche. Non, il vivait à Montmartre avec d'autres artistes aussi. Il avait des frères de misère, parce que oui, il vivait un peu dans la misère, il faut dire ça comme ça, une sorte de... Plus dans des... Pas dans des grands apparts luxueux, mais plus dans ce qui ressemblait à des bidonvilles, je crois que c'est marqué dans l'article. Donc voilà, l'artiste, tel qu'on peut le penser, il y a le côté un peu... pas romantique, mais voilà, il y a l'image d'artiste qui va avec. Il a rencontré d'autres figures assez connues, comme Max Jacob. D'autres aussi, on va le voir après. Et en fait, le lieu où habiter, c'est vraiment un thème qui revient pas mal dans ses œuvres et dans l'expo aussi. Il a vécu pas qu'à Paris, hein, il a vécu dans différentes villes et villages, et pas qu'à Paris, notamment beaucoup en province aussi. Et il choisit d'aller à contre-courant. Picasso, il aimait bien aller à contre-courant. Donc il est allé un peu à Paris, avec les autres artistes, tout ça, dans la mouvance. Mais il est aussi allé dans le sud, il est allé en province, et finalement il s'est un peu éloigné de l'Académie des Beaux-Arts, ce côté un peu pouproute, élitiste. Et il s'est orienté vers quelque chose de beaucoup plus simple. Il a fait une demande de naturalisation en mai 40, c'est quand même assez longtemps après son premier séjour parisien. Et bon, il ne l'a pas eu. Hein, il ne l'a pas eu. Sachant que 40, oui, on est dans cette montée de l'antisémitisme partout en Europe. Et forcément, l'étranger fait peur. Max Jacob, grand ami de Picasso, meurt d'ailleurs à Drancy en 1944. Vous savez que voilà, après il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Desnos aussi, il a de nombreux amis. Il y a Matisse et Bonnard qui se tiennent un peu cloîtrés. Donc c'est une période finalement où il n'est pas très productif parce que les artistes, ils étaient mal vus, donc ils étaient cachés, encore plus si vous étiez étranger. Bref, petite piqûre de rappel, oui, finalement, il a été bien accepté en France lorsqu'il était hyper âgé, vers 85 ans, à partir de 66. Donc c'est hyper longtemps après. Voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal d'en parler. Et qu'est-ce qu'on pouvait apprendre aussi? Ah, c'est un article qui est long, mais j'aurais pas forcément le temps de détailler si je veux finir à temps. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi? Oui, par rapport au climat actuel, et on va finir là-dessus avec cet article-là. C'est ici. Oui, notre société a du mal aujourd'hui, depuis la crise migratoire de 2015, à accueillir ceux qui viennent d'ailleurs. Elle a du mal à les voir pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme une force motrice potentielle capable d'enrichir le pays. C'est vrai qu'on a tendance à avoir peur. Oui, je vais zoomer. Oh là 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 là. Alors attendez, faut que ça fasse le...
crois que ça veut pas ou ça va venir juste après. Je guette. Parce que là, je zoome, mais ça suit pas au niveau de mon écran. Alors, on va voir. Ah, je crois que je peux faire que ça en mieux. Bon, on est sur une petite technique pas top. Donc, soit ça va se mettre au bout de... avec un décalage de 30 secondes, bah, soit non. Et du coup, bah, on sera obligé de m'écouter. Mais c'est voilà, sur la petite colonne qui est là à droite. Ça se voit pas du tout. Ouais, ce que nous dit l'article, c'est ça. C'est que bah, aujourd'hui, on vit dans un climat de peur. On a peur de l'étranger. Mais derrière tout ça, comme derrière Picasso, il y avait quelqu'un qui était capable d'offrir des choses absolument géniales. On a aussi, alors on n'est pas obligé d'être migrant et artiste, mais on a chacun des choses à offrir à un pays qui nous accueille. Et c'était le cas de Picasso, c'était un artiste surdoué doublé d'un grand stratège. Et derrière sa réussite flamboyante, il y avait aussi une précarité, qui est la précarité de tous les migrants. Qui fait la sienne en tant qu'étranger. Et ça peut nous rendre sensibles peut-être à la vulnérabilité de tout expatrié, quel que soit son talent, même s'il n'est pas un grand artiste. Ben oui, voilà, l'histoire ne cesse de se répéter. Mais en apprenant un peu ce qui a fait le passé, on peut peut-être essayer de comprendre un peu le présent. Et peut-être dépasser les préjugés. Et voilà, moi ça me fait assez peur, c'est vrai. En plus, on a le contexte politique là qui est assez fort, parce qu'on a les élections présidentielles. Et ce climat un peu envers les migrants, il est à son paroxysme. Et des expositions comme ça, même, bon, on n'a pas l'occasion d'aller la voir à Paris, mais ça peut nous faire réfléchir. Et ça, c'est déjà un premier pas vers un peu l'esprit critique et vers le dépassement des préjugés. Un dernier article dans la revue de presse, plus léger, mais intéressant, mais franchement intéressant. J'ai appris plein de trucs, on va parler du bandana. Ben ouais, le bandana, c'est toujours un accessoire de mode. Je vais essayer de zoomer un peu. Alors déjà, avant de zoomer, on le voit là. Voilà ce petit foulard qui est toujours à la mode. Moi, je l'ai déjà vu. Maintenant, souvent, il est noué sur la tête. Moi, à mon époque, dans les années 90, voilà, il y en a qui n'étaient pas nés, on le mettait tout simplement autour du cou, un peu comme Renault, là, qu'on voit là sur l'image. C'est un foulard à motif qui est né en Inde. Et il a une sacrée histoire. Et il est devenu aussi symbole de rébellion et de lutte. C'est un article qui est issu du Parisien Week-end. Et je l'ai trouvé trop chouette, cet article-là. Ah, là, on voit mieux. Là, vous verrez un peu mieux l'écrit. Alors, il est né au XVIe siècle en Inde, le bandana. Mais oui, au fil du temps, il a coloré de rouge parce que c'est vraiment la couleur dominante. Je crois qu'il y avait rouge et bleu. Les fronts et les coups de ceux qui luttaient pour leurs droits. Donc ça, c'est assez fou de se dire qu'un accessoire juste de mode, un peu lambda, puisse être le symbole d'une lutte. Et ça, c'est vraiment assez dingue. Moi, c'est vrai que j'avais cette image, moi, de Renault avec son bandana. Donc le côté un peu rebelle, un peu anard, voilà. Mais je savais pas que c'était non plus le symbole absolu de la lutte. Et on le voit partout. Alors on peut le voir, là, il y a quelques exemples qui nous sont donnés. Dans les fameux westerns avec l'acteur John Wayne. Donc les cow-boys peuvent avoir des foulards. Donc Renault, oui. Même le philosophe, Edgar Morin, on en avait parlé il y a peu de temps parce qu'il fêtait ses 100 ans. Tous portent autour du cou. Alors a priori, ils n'ont rien en commun. Mais... Oh, hello LS974, merci d'être là. Ben ouais, moi j'aime bien les bandanas. J'avoue que, bon, j'en avais déjà mis un petit peu dans les cheveux, mais voilà, quand j'étais ado, dans les années 90, c'était trop un accessoire fétiche. Voilà, a priori, ils n'ont rien en commun entre un cow-boy de film, un chanteur un peu rebelle et un philosophe Edgar Morin. Rien à voir, ils ont le point commun, c'est le bandana. Avec un motif, mais c'est vrai en fait, je pense que j'avais vu ce motif sans faire vraiment gaffe, en forme de goutte, et en fait ça vient d'Inde. Et ça s'appelait cachemire ou paisley, je sais pas si je prononce bien en anglais. Et on verra qu'il y a un sens à ces motifs-là. Surtout quand on a la calvitie, ouais, mais c'est pas très grave ça. Moi ça me dérange pas, en plus mon conjoint, pareil. Plus forcément de cheveux, mais moi je trouve ça chouette. Quand t'étais rebelle, mais ouais, mais est-ce que j'étais une ado rebelle? Pas du tout. Moi j'étais un peu chiante, mais tous les ados sont chiants, donc on va pas dire trop rebelle. Bon, après ma maman me dira peut-être que j'étais un peu rebelle par rapport à l'autorité. Mais j'étais une ado lambda en fait, puis je me suis bien rattrapée. Mais voilà, tu es toujours ado, voyons, mais oui, regardez, cette tête adolescente. Mais je vais avoir 37 ans dans quelques semaines, dans 3 semaines maintenant. Ça va pas du tout.
Ouais, décliné désormais en de nombreux coloris et dessins, c'est un accessoire qui est mondialement connu, ça traverse les époques, les pays. L'emblème, et c'était, ah ouais, 4 siècles, hein, l'emblème des amoureux de la liberté, des marginaux, hôtel Renault, comme étendard absolu, des bagnards aussi, et plus récemment de ceux qui luttent pour la reconnaissance de leurs droits, à l'image de la communauté gay dans les années 70, surtout à San Francisco et aux États-Unis. Je t'imagine rebelle, mort de rire. Non, 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 j'étais pas trop rebelle. Mais, j'avais quand même un côté casse-pied, c'est clair. Ah, 30 ans en mars 2022. Caronix, tu sors, s'il te plaît. Merci. Non, je rigole. Alors, hop, retour au XVIe siècle, en Inde, on est dans les rues grouillantes de villes comme Bombay ou Goa. Et en fait, il y a des hommes et des femmes, riches et pauvres, c'est assez fou, c'est toute tranche sociale, pas forcément le terme, différentes hommes et femmes. Et c'est dingue parce qu'en Inde, vous savez qu'il y a des castes, tout est très normé. Au niveau de voilà, de pauvreté-richesse, on n'est pas du tout ensemble. Catégories sociales sont pas du tout mélangées. Il y en a qui sont persécutés aussi. Hein. Pense aux intouchables, hommes et femmes, je n'en parle pas. Donc, avoir un accessoire comme ça qui regroupe toutes les catégories sociales et hommes et les femmes, c'est assez fou et tous s'en servent pour éponger la sueur qui perle sur leur front et se protéger des rafales de poussière. Après, ça a été... les colons anglais se sont appropriés le bandana, vous savez, un colon anglais. Espagnols et portugais aussi s'entichent de ce tissu traditionnel. Ça vient de l'Indie en fait, le nom bandana, qui fait référence à une technique de teinture. Et il était déjà orné de ce fameux motif cachemire, hein, de gouttes qui était emprunté, il faut le savoir, à la dynastie des Sassanides, je ne connais pas du tout, qui régnait en Perse entre les 3e et 7e siècles. Donc c'est une sorte de grosse larme comme ça. Et en plus il y avait des techniques pour l'imprimer sur le tissu. Et on utilisait le rouge et le bleu parce que c'était je pense des couleurs primaires, c'était hyper courant à l'époque. Et voilà, tout simplement par facilité aussi. Alors ça a gagné l'Europe, et alors quand ça a gagné l'Europe, là, il n'y a plus de mélange de classe sociale, ça a séduit plutôt l'aristocratie anglaise. Donc là, on est dans des tranches populaires assez hautes, élitistes. Et après, les classes populaires, mais c'est après, vers le XVIIIe siècle. Alors à l'époque, peu de gens avaient les moyens de s'offrir des habits neufs. Donc, là, si on pouvait s'offrir un petit bandana, c'était quand même le comble du chic. Et c'est pour ça que ça a eu beaucoup de succès. Le succès est tel qu'à Londres, il est très prisé des pickpockets cherchant à dissimuler leur visage. Donc c'est un peu un côté un peu camouflage. Et même les pickpockets s'en servent. Après, il y a eu la révolution industrielle. Alors, qui dit révolution industrielle dit on produit à tout va. Et on produit pas genre juste deux petits bandanas. Non, c'est révolution industrielle. Donc on produit, et l'Europe se met à produire des bandanas à tour de bras. Petit chiffre comme ça, balancé, en 1820, 200 modèles sont produits toutes les 10 minutes. Et après, vous imaginez que ça augmente encore. Alors c'est le premier exemple d'appropriation culturelle. Et ça marque le début de la fast fashion. Donc ça va très vite. Et c'est une docteure en histoire qui nous dit ça. Donc ce n'est pas que moi en relisant l'article. C'est les experts qui le disent. Et après, ça traverse encore les continents. Et le bandana s'invite aux États-Unis à la conquête de l'Ouest. Ben oui, là on va parler poussière, cowboy, western, John Wayne avec tous ces nombreux westerns à Hollywood. On parle aussi du fameux cowboy Lucky Luke. Ben oui, fictif mais ô combien connu. Et après, le bandana devient un marqueur social qui vient colorer de rouge les fronts des forgerons, des ouvriers de chemin de fer et aussi les coups des mineurs américains. Donc là, on se revendique d'une certaine catégorie et voilà, on n'est plus dans l'élitisme, dans l'aristocratie. Non, ce sont des personnes qui ont une vie difficile, on va dire ça comme ça, qui s'approprient aussi le bandana. Et ça devient un symbole de la classe populaire dans les États-Unis des années 30. Et qui s'oppose à la cravate. L'aristocratie a finalement abandonné le bandana pour adopter la cravate. Seconde Guerre mondiale, les femmes se battent sur le front intérieur. Ben oui, elles ont beaucoup été utiles durant la Seconde Guerre mondiale. Elles n'étaient pas forcément sur le front, mais elles étaient partout ailleurs. Et elles s'en servaient, en fait, elles les mettaient dans les cheveux pour effectuer leurs tâches. Là encore, on a une sorte d'appropriation. Et après, là, on avait parlé de ce fameux, je crois que c'est juste avant,
de ce fameux tableau, la We Can Do It, qui en fait au départ est une affiche de propagande pour inciter les femmes à venir bosser à l'usine et qui après a été récupérée, mais moi j'aime bien, hein, par les féministes. Et on voit, hein, aussi là ce bandana, mais au départ c'était vraiment une affiche qui a été créée pour inciter les femmes à venir bosser à l'usine. Donc on est sur la même catégorie sociale par rapport à ce bandana-là. Alors une image aussi qui sera reprise par les féministes. Ben oui, et notamment par qui? Par Beyoncé, s'il vous plaît, qui a posté une photo d'elle en rosy, donc avec le bandana comme ça en 2014. Ben oui, si Beyoncé l'a fait, il faut quand même le dire. Anti-système par essence, anti-système, antisocial, ça fait penser à une chanson, ça. Le bandana séduit aussi le grand banditisme. Et oui, là, on parle pas de petits voyous, là, on parle de grands voyous, des braqueurs de banque, voilà. Et dès les années 60, ils s'invitent au sein des gangs, alors pas qu'en France, mais aussi aux États-Unis. Et quand on parle de gangs aux États-Unis, on parle aussi des rappeurs. Bah oui, voilà, on a peut-être en tête le fameux rappeur Tupac qui a été assassiné en 96 à Las Vegas. Et en fait, lui, il avait vraiment le bandana noué sur la tête, mais en œuf de Pâques. J'aime bien, c'est vraiment ça, en œuf de Pâques. Donc ça peut paraître ridicule, mais voilà, c'était un peu... c'était comme ça et ça le faisait grave à l'époque. Bien sûr, il y a eu Renault en France, c'était la pièce maîtresse avec son blouson de cuir, c'était associé, c'était sa marque de fabrique, avec la pochette de son album Marche à l'ombre. Et là, ça devient non pas juste un marqueur d'une catégorie sociale, c'est vraiment un symbole d'une lutte, et d'une lutte engagée, bien sûr. Et on le voyait, voilà, bien sûr, les mai 68, quand les étudiants et les ouvriers ont protesté. Et après, dans les années 70, à San Francisco, la communauté gay s'est appropriée aussi ce foulard-là. Maintenant, voilà, comme tout ce qui a eu beaucoup de succès, ça s'est invité dans le monde du luxe et tous les créateurs du monde n'ont pas résisté à cette tentation de l'adopter à leur tour. Sauf que maintenant, si vous voulez aller un bandana Dior ou Hermès, il faudra débourser entre 250, c'est déjà quand même pas mal un budget. Et ça peut aller jusqu'à 1000 euros, ben oui, jusqu'à 1000 euros pour un bandana. Donc moi, je continuerai à l'acheter chez Claire's ou à le trouver d'occasion ou ressortir mes vieux bandanas. Dans tous les cas, il parle à tout le monde, c'est vrai. Et il y a ce côté nostalgique, bah oui, comme on parle des cartes Pokémon. On parlait de quoi dernièrement aussi? Ah, plein d'autres choses aussi. J'ai vu un article sur les magnettes aussi, les magnettes des yaourts là qu'on met sur le frigo. Voilà, ça fait partie de cette mouvance un peu nostalgique qu'on a. Et ça parle à tout le monde. C'est une pièce indémodable avec laquelle on entretient un lien nostalgique. Mais oui. Ah, Caronix, tu nous quittes pour aller manger ou pas? J'imagine que oui. Est-ce qu'il y a des pâtes au programme ce soir? Voilà, donc on apprend plein de choses grâce à cet article. Voilà, c'est assez dingue, cet accessoire de mode qui, a priori, ressemble à un peu lambda, a une histoire, et quelle histoire assez folle. Non, pas encore, et pourtant là, ça commence à grogner, 19h11. Petite pause, je vais boire un petit coup d'eau. Et on va aller dans le nouveau numéro de Jeux Ado. Super numéro. J'adore ce magazine. On va parler de la mode, des marques qui se veulent un peu écolo, mais en fait, on verra que, attention, de la Russie, l'école des petits soldats, des transats Jacques Vabre, et de quelques petites autres choses également. Je bois un petit coup d'eau, je suis à vous tout de suite. Voilà, donc on va pouvoir débuter notre petit tour dans le nouveau numéro de Géo Ado, qui est toujours vert, mais alors là on est plus dans le vert encore. Mais est-ce que les marques sont-elles vraiment écolo? Et voilà, un simple croque-monsieur là, il n'y a rien de meilleur qu'un croque-monsieur fait maison, et c'est trop bon. Alors, ça va être dans le désordre, parce que ça va être complètement dans le désordre. À chaque fois dans Géo Ado, on commence par un tour du monde en photo. Il y a des choses insolites. Par exemple, à Singapour, ben oui, à Singapour, ils sont à la pointe de la technologie.
Sachez que vous avez des robots qui sillonnent la ville et qui sont chargés de contrôler le comportement des habitants. Donc, par exemple, ils repèrent les comportements indésirables si vous fumez dans une zone non-fumeur ou si vous réunissez à plus de 5 personnes alors qu'on est en période de Covid. Et donc, vous avez ce robot-là qui vient vous verbaliser. Voilà, ça fait trop peur. En Inde, on fête Ganesh. Ben oui, ça a été fêté dans toutes les communautés indiennes du monde entier. C'est le dieu à la tête d'éléphant, on le voit un peu là, qui est l'un des plus appréciés de l'hindouisme, qui est la principale religion de l'Inde, mais il y a d'autres religions en Inde. Et ça symbolise quoi? Ça symbolise la sagesse et il protège la famille. Donc c'est toujours bien de le savoir, ça aussi. Ici, ça c'est marrant aussi. On voit peut-être pas très bien, à chaque fois c'est des photos un peu imparfaites. On est en Thaïlande et ce que vous voyez en fait ce sont des taxis qui n'ont pas roulé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la pandémie. Et qui dit pandémie dit une baisse absolument incroyable du tourisme dans le pays, effondrement même. Et les centaines de taxis ont été paralysés. Et ils ont été reconvertis en potagers par leurs propriétaires, que ce soit sur le toit, sur le coffre parfois. Et en fait, ils se nourrissent des récoltes qu'ils ont pu semer sur leur voiture. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est assez insolite quand même. Drôle d'idée. Drôle d'idée. Ouais, j'ai pas trop compris. Mais voilà, sachez qu'en Thaïlande, si vous pouvez désormais y voyager, vous pouvez croiser ça. Et là, c'est juste parce que c'est trop mimi. Vous savez, quand on dit oui, Titi, quand on fait une photo, et ben là, c'est arrivé. Vous connaissez peut-être cette pratique, le photoboom, qui consiste à venir s'incruster sur une photo. Et là, c'est juste une petite photo toute mignonne d'un petit singe qui s'est incrusté sur un selfie. Voilà, ça n'a pas une info du siècle, mais c'est mignon, on aime bien. Et voilà notre fameux dossier sur ces marques qui deviendraient, j'utilise le conditionnel, écolo. Pas sûr. Alors, il y a plein de marques qui s'y mettent, a priori. Je suis désolée, on voit pas très bien. Là, je vais devoir vous lire ce que... Oh là là, je déplace tout, ça va pas. Je vais essayer un peu de zoomer, histoire de... Mais ça va pas être terrible, j'avoue. Ouais, beaucoup de marques s'y mettent, Converse, mais il y a d'autres aussi, hein, notamment des marques d'habits, mais pas que de cosmétiques. Converse propose par exemple une gamme de baskets durables, des habits éco-responsables. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ça? On va voir, sachant qu'en magasin c'est vrai qu'il y a les gels douche, les boissons, les sacs sont présentés comme éco-responsables de plus en plus. Voilà, de plus en plus. Les marques peuvent aussi mentir et se donner une image verte pour plaire et vendre davantage. Il y a du business derrière tout ça. Pas facile toujours de démêler le vrai du faux. Et le dossier va nous aider. Ah, bien sûr, on a Nutella. Regardez, on a Nutella juste là, mais on le savait que c'était pas très écolo. Nutella. Alors, déjà, on nous rappelle quoi? On nous rappelle dans GeoAdo que le but des entreprises, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Ben oui, money is money, business is business. Et c'est vrai qu'il y a plein de marques qui étaient déjà dans l'œil du collimateur. Il y avait H&M qui avait beaucoup brûlé des invendus. Et donc, ça avait créé un tollé. C'était en 2017. Volkswagen, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça date d'il y a quelques temps maintenant. Mais en fait, ils truquaient leur moteur pour faire croire qu'ils réduisaient leurs émissions de CO2. Mais en fait, pas du tout. Il y a eu un grand scandale comme ça. Et bien sûr, on a Nutella. Bah oui, c'est les menus publics numéro 1. On a beau aimer Nutella. Il faut savoir qu'elle était composée peut-être à 20% d'huile de palme. Déjà 20%, ça me fait trop peur. 20%, il y a 20% d'huile, il y a peut-être 30% de sucre, il y a peut-être 2% de noisettes. Mais bref, il faut savoir que c'est assez fou quand même, parce que quand on plante des palmiers à huile, on détruit beaucoup d'arbres en Asie et ça accélère en même temps la disparition d'espèces comme celle des orang-outans. Et en 2015, moi je me souviens plus, Ségolène Royal avait dit ouais, il faut arrêter de manger du Nutella, parce qu'elle était ministre de l'écologie à l'époque, et c'était genre incident diplomatique, comme quoi ça peut heurter la politique et le monde socio-politique, puisque Nutella c'est italien, ceux qui produisent Nutella c'est la famille Ferrero, c'est c'est la première famille riche d'Italie. Forcément, incident diplomatique avec la France. Nutella a perdu des clients à cause de l'huile de palme et finalement elle a dû s'excuser, Ségolène Royal. Enfin, c'est fou. On peut l'aimer ou pas, mais je pense qu'elle avait raison, il faut arrêter de manger du Nutella. Et voilà, aujourd'hui Nutella dit que voilà, c'est une huile certifiée durable et tout, mais pas terrible. Pas forcément, il y a des ONG qui vérifient ça, mais on sait que c'est pas très clean non plus. Voilà. Bon,
Alors moi, ma fille, j'avoue que c'est Nutella à tout prix. Et elle m'a dit, parce que moi, j'achète des pâtes à tartiner avec moins de sucre, où il y a vraiment le goût de noix. Enfin, voilà, un petit peu moins. Un peu, voilà, je prends une marque plus équitable comme Caronix. Et ma fille me dit, 12 ans, mais moi, je veux du Nutella et tout, je veux du Nutella. Et je lui ai dit, écoute, je vais acheter plein de petits pots, donc acheter petits pots, petite contenance, de plein de pâtes à tartiner différentes. Je bandais les yeux, je dis, si tu me reconnais, Nutella, tu auras du Nutella à vie. Et on a fait un test sur 7 petits pots, comme ça. Elle a reconnu Nutella. Donc, voilà, je suis obligée d'acheter Nutella à vie parce que j'ai perdu mon pari. Mais comme quoi, en fait, je pense qu'ils mettent tellement de sucre, tellement de gras, de trucs, c'est à côté addictif et on reconnaît, c'est vrai. Et les ados aiment bien, ce qui est un peu ça. Moi, je peux plus maintenant, mais ados, c'était horrible. Hein. C'était sucre, sucre. Je révisais, petite dédicace à ma maman, je révisais mes cours sur le lit en mangeant des pépitos, des machins, des... Enfin voilà, j'étais sucre à fond, mais maintenant je ne peux plus, heureusement. Bref, Nutella, pas bon élève du tout. Alors certaines enseignes sont aussi épinglées pour leur pollution, parce qu'ils génèrent beaucoup de déchets. Des sachets de biscuits, des bouteilles en plastique, tout ça. Et allez, qui sont les mauvais élèves? Il y en a plein. Coca-Cola et compagnie, ben ouais, Fanta, Minute Maid, Sprite, Powerade, c'est la même compagnie. C'est les pires élèves en matière de déchets. PepsiCo, ben voilà, Nestlé après. Nestlé qui détient KitKat, Nesquik, Smarties. Il faut savoir qu'il y a des assos qui ramassent ces déchets et qui comptabilisent en fait les marques qui sont retrouvées. Et voilà, ça ce sont vraiment les marques les plus pas terribles, on va dire ça comme ça. L'écologie, c'est vrai que c'est hyper tendance. Ouais, il donne un exemple de Meghan Markle qui a mis au pied des baskets de la marque Veja qui sont des chaussures éthiques et tendance parce que c'est recyclé, tout ça. Et donc du coup, voilà, se sont vendus à des milliers d'exemplaires après. Il y a Nike aussi qui a créé une ligne de baskets un peu verte parce qu'ils récupèrent des paires usagées et les transforment en fait. Donc il y a plein d'entreprises qui rivalisent un peu d'inventivité pour devenir un peu plus écolo. Mais il faut savoir qu'ils restent quand même dans le monde de l'influence, c'est clair. Ah, folie, je dilue avec du lait. C'est pas bête en fait, hein. Et le chocolaté, ouais, je sais. Faire trop sucré. Ben oui. Les laits. Oh, quand j'étais enceinte, mais oui, mais les laits. Moi, j'avais des envies de... Alors, je suis pas du tout chocolat, mais quand j'étais enceinte, j'avais des envies de chocolat, mais vraiment. Et je buvais du Candy Up. Et je devais Candy Up chocolat. Mais c'est un peu la base pour ceux qui connaissent le Candy Up. Et je devais me freiner parce que sinon, je buvais, je sais pas, 5 Candy Up par jour. De même que j'avais des envies de Kinder Pingui. Il n'y avait rien de pire. Je pense que c'est comme Nutella en matière d'écologie, d'huile de palme, de trucs, de sucre, d'édulcorants. Enfin voilà. Mais heureusement, ça m'est passé. Est-ce que j'ai pris 15 kilos pendant la grossesse? Oui. Voilà. Mais bon, je les ai perdus. Mais bref, ça n'aide pas. Mais là, tu m'as fait repenser au lait chocolaté, genre Candy Up et tout là. Oh, j'ai une sorte de nostalgie là, d'il y a 3 ans. Ben oui, il faut des petites techniques comme Caronix pour que ça soit moins écœurant. Alors, il n'y a pas de marque parfaite en matière d'écologie, mais il faut se méfier de celles qui parlent d'impact positif ou de 100% écolo. Sachant que comme il y a du business derrière, même quand il y a le côté Instagram très beau avec les belles photos, c'est Nestlé qui fait ça, qui met en scène des belles photos sous fond vert et tout. McDo qui a changé son logo rouge pour un logo vert, et ben derrière il n'y a pas forcément quelque chose de très très écolo, donc il faut avoir l'esprit assez critique. Et il y a des petites astuces comme ça pour déjouer le maquillage vert, c'est comme ça que c'est nommé dans le GeoAdo. Et c'est ce qu'on appelle le greenwashing, c'est ça. Ah, Caronix, à demain, bon appétit, merci d'avoir été là de nouveau, c'est trop cool de t'avoir vu, c'est chouette. Moi, faudra pas trop que je tape non plus, hein. Allez, jusqu'à 19h30. Faudra me sonner un peu l'alarme, hein, 19h30, parce qu'après je dois retrouver ma famille. C'est calmé, apparemment, ces enfants se sont calmés. Quel miracle. On appelle ça le greenwashing, c'est-à-dire c'est vraiment abuser d'une image verte alors qu'on n'a pas du tout cette image verte de base. C'est le fait par exemple pour un shampoing de se présenter comme naturel alors qu'en fait ils ont des ingrédients qui sont loin d'être naturels. Souvent vous avez ça pour certains produits, genre 99% de produits naturels, mais en fait il y a quand même pas mal de produits chimiques.
Volvic, ou comme ça, ils font comme ça, qui se vantaient d'avoir créé la première bouteille d'origine végétale, sauf que c'était seulement 20% de la bouteille qu'il était vraiment. Donc ça, à faire attention quand vous avez genre des marques, des produits naturels. Ok, il y a peut-être deux trois produits naturels, mais le reste est un petit peu du, voilà, un peu du pas très bien. On peut mettre aussi des faux labels verts sur un liquide vaisselle dangereux pour la planète, ne le rend pas plus vertueux. Ça c'est un exemple, il y en a plein. Ou alors ils font des bêtises, mais c'est ça, exactement. Bref, il y a des petites astuces. Souvent, les marques créent un nom, un joli nom, un peu, voilà, tendance écolo. On va mettre un petit label, une fausse label, une petite feuille verte, voilà. On reste un peu flou sur la composition, genre 95% de produits naturels. On peut mettre par exemple aussi sans parabènes. Alors, ok, il n'y a pas de parabènes, mais il y a plein d'autres choses super mauvais. Et puis, on va le présenter comme écologique, responsable, biodégradable, même si ça ne l'est qu'à 0,00001%. Donc, attention, esprit critique, c'est hyper important ça, parce que on s'oriente vachement là sur le maquillage vert et sur des choses comme ça. Et ça, c'est pas cool. C'est ce que je vous avais résumé, là, juste à l'instant. Je perds mon magazine, j'ai mon ventre qui grogne, rien ne va plus. Heureusement, il existe quand même des labels certifiés comme agriculture biologique ou écossaire, mais on n'est pas forcément au fait de ça. Il y a des étiquettes énergie maintenant qui évaluent les appareils électroménagers. Ils vont arriver sur les vêtements, par exemple, avec le score carbone. Voilà, puis après, il y a des applis alors qui sont peut-être un peu critiquables, hein, mais qui existent, donc qui sont plutôt... elles existent, donc c'est bien de les citer, comme Yuka ou Insi pour les cosmétiques, qui vous orientent un peu sur la bonne ou mauvaise composition, qui vous aident un peu à y voir plus clair. Et ça, c'est déjà pas mal, je trouve. Je vais pas forcément y voir, c'est complètement dans le désordre. Je reviens sur le Transat Jacques Vabre là, qui a démarré le 7 novembre, donc c'était hier. Et un focus sur Jean Le Cam, qui est un grand navigateur, et il a un chouette parcours, mais moi je m'intéresse pas trop au monde de la navigation, mais son parcours est plutôt bien. Et il a un beau... je trouve que c'est... Il m'a fait aimer, moi quand j'ai vu l'article là, je pourrais pas vous le détailler, il m'a fait aimer ce sport, qui est un sport hyper solidaire. Et c'est ce qui est dit, hein, là je passe du coq à l'âne, des marques d'écologie au Transat Jacques Vabre. Mais il m'a fait aimer ce sport parce que il parle beaucoup de solidarité. Là, par exemple, on voit qu'il n'hésite pas à secourir quelqu'un qui est dans la galère, qui est en danger, et quitte à ne pas forcément gagner la course ou une étape. Il y a vraiment des valeurs d'authenticité et d'humilité dans ce sport-là. Et franchement, en lisant l'article et son parcours à Jean Le Cam, j'ai apprécié ce sport. Et c'est assez dingue, en fait. Cette vie sur l'eau, moi, je pourrais pas du tout. Donc, c'est assez fou. Ah, j'aurais pas le temps de revenir sur l'expo Vogue, mais je pense qu'il y a d'autres articles qui en parleront, parce qu'il y a une expo qui revient sur les 100 ans de Vogue, je crois. Bref. Des fous. Bah ouais, carrément des fous. On voit pas le chat parce que j'ai fait nimp. J'ai fait nimp encore avec mon chat. Des fous, nous dit Sismonote. Bah oui, des fous furieux. On va finir par cet article, mais il y en a plein d'autres tellement intéressants dans Géoado sur ces enfants soldats en Russie. Alors on sait déjà que la Russie, c'est pas le pays le plus démocratique du monde, le meilleur non plus pour y habiter, où règne la démocratie, le bien-être. Mais sachez, mais là je savais pas, mais ça m'étonne pas en même temps. Sachez qu'en Russie, il y a des écoles et des clubs paramilitaires qui forment des enfants, donc ils ont 8-9 ans et plus, à devenir des soldats au service de la patrie et des dirigeants. Voilà, merci la Russie, merci Poutine. Donc il y a quelques photos là qui nous expliquent tout, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup de légendes. Là par exemple on voit Sacha qui a 8 ans et ses camarades qui sont garde à vous. Donc c'est une photo reporter, une photographe qui a réalisé un documentaire sur ses enfants. Et elle a dit, elle a vu des enfants d'à peine 6 ans, je dis 8 ans, mais 6 ans, manier des kalachnikovs, d'autres qui rampaient sous des fils barbelés, d'autres qui participaient à des jeux de guerre grandeur nature, maniant de fausses armes de pointe avec une vraie ferveur. Et en fait, cette photographe Aude Osnovitz, je pense que je prononce bien, je l'espère, elle a travaillé sur la militarisation des enfants en Ukraine et surtout en Russie. Et vraiment une pratique qui prend de l'ampleur de plus en plus sous l'ère Poutine, hein, bien sûr. Ça rappelle une certaine période en Allemagne. Ben ouais, il y a encore actuellement beaucoup de régimes
totalitaires comme ça, hein, qui utilisent les enfants. En Afrique aussi, on a parlé de ces enfants soldats. J'ai un bouquin que j'ai lu en tête, j'essaierai de vous le retrouver et de vous en parler prochainement. Parce qu'il m'avait marqué, mais voilà, ça existe partout dans le monde. Voilà, garde à vous, voilà, enseignement militaire bien sûr. Ils manient les armes, ils ont des cours sur l'utilisation des fusils, des grenades, sur la tactique et la discipline. Là, on a des ados là, qui déjeunent lors d'un concours militaire. Ils ont froid, hein, certainement, mais c'est la méthode à l'ancienne, à la dure. Et les camps sont souvent tenus par des anciens combattants qui sont forcément à la solde de l'État, qui répondent au désir de qui? Du président russe. Qui est qui? Vladimir Poutine, bien sûr. Apprendre la guerre, ben ouais, fille ou garçon, pas de différence. Là, on n'a pas envie de réduire de ça, hein, de ce qu'il n'y ait pas de différence. Il faut se préparer à la guerre. Là, on a Loudia qui a 13 ans et qui participe à ce fameux jeu grandeur nature. Voilà. Genre d'activité qui est planifiée entre les clubs pour renforcer l'esprit de compétition et glorifier la patrie russe. Voilà. Je ne vais pas trop commentaire de plus. Voilà. On a beaucoup de défilés militaires qui durent des heures. On est dans des trucs un peu de propagande aussi. Est-ce que j'ai d'autres photos à vous montrer? Non, mais je crois que ça suffit. Hein. Ah ouais, si, bah, je vous ai pas forcément noté. Il y a une danse du sabre aussi. Ils s'entraînent pas forcément qu'avec des kalachnikovs, mais avec des sabres. Il y a des pensionnaires militaires pour filles aussi. Et voilà, ça vient de la culture cosaque. C'est des guerriers qui ont la discipline de fer qui étaient réputés indomptables. Et il y a des concours aussi, des concours de toutes sortes, et notamment des concours de danse, oui, ça existe. Donc même la compétition, elle est là. C'est de l'épuisement en fait, c'est de l'épuisement total. Et il y en a qui s'entraînent des années pour danser en couple à la perfection. Voilà. Donc ouais, ça fait froid dans le dos. Je finirai mon live là-dessus. C'est pas terrible. Mais ça existe. Mais oui, ça existe encore dans le monde. Et franchement, ça n'augure rien de bon, malheureusement. Des enfants, quoi. Des enfants. Ça, c'est pas terrible. 19h30. Magnifique. Et est-ce qu'on n'est pas sur un timing? J'avais 19h30. Magnifique pour une fois. Je dépasse pas énormément. Merci d'avoir suivi. C'était trop bien de vous revoir. Bonne soirée à tout le monde. Je serai là demain. 18h15 normalement. Mais ça peut être comme aujourd'hui 18h30 parce que plein de petites galères de fin de journée, de transmission, de relais avec mon conjoint, d'enfants qu'il faut un petit peu driver en fin de journée. Bref, je vous retrouve demain à peu près à 18h15 et c'est avec plaisir que je vais vous retrouver demain. Passez une bonne soirée, profitez bien et je vous retrouve demain. Bye bye, merci de m'avoir suivi.